Dominique Schnapper, bonjour. Bonjour. Vous êtes sociologue, politologue, vous avez été membre du Conseil constitutionnel, vous avez d'ailleurs écrit un livre qui s'appelle « Une sociologue au Conseil constitutionnel ». Et l'ensemble de vos écrits tourne autour de la question de la citoyenneté, et notamment des questions d'intégration, questions qui ont fait l'objet de nombreuses crispations dans les débats ces dernières années, de l'assimilation opposée à l'intégration, républicanisme, communautarisme. Alors d'abord, comme vous faites une analyse historique dans ce livre qui a une douzaine d'années mais qui est très actuel, qu'est-ce que l'intégration ? Qu'est-ce que signifiait l'intégration au départ et l'assimilation au départ ? Oui, j'avais fait ce livre parce que des professeurs de l'enseignement secondaire avaient au programme l'intégration. Ils étaient tout à fait perdus parce qu'ils ne comprenaient pas très bien ce qu'on leur demandait. Et c'est en réponse à leurs questions que j'ai fait ce folio pour essayer d'éclaircir les termes. Parce que en France, on a longtemps parlé d'assimilation. Et en gros, on a parlé d'assimilation jusque dans les années 1980 ou quelque chose comme ça. C'était l'idée que ça désignait le processus par lequel tous les membres de la société font partie, participent à la vie collective. Et c'était un terme qui était utilisé en particulier pour les migrants et leurs descendants et qui posait le problème de savoir comment dans un grand pays d'immigration comme la France, les descendants sinon les migrants eux-mêmes, mais en tout cas leurs descendants se mettaient à participer à la vie collective. Et puis, mais qui n'était pas, par rapport à l'acception d'aujourd'hui, qui n'était pas perçu comme un terme négatif. Il ne s'agissait pas non, d'abandonner qui on était. C'était tout à fait positif. Ça voulait dire, ils vont devenir des Français comme nous. Ils ont bien de la chance de le devenir. D'ailleurs, ils vont devenir, parce qu'on était optimistes et qu'on pensait qu'ils avaient c'était pour eux très heureux de pouvoir devenir français. Donc c'était le terme positif. Et d'ailleurs, on en trouve encore des traces dans le Code de la nationalité qui parle d'être assimilé à la France pour donner la nationalité française. Mais ça ne signifiait pas se renier dans le domaine privé, par exemple. Ça supposait devenir français. Rien n'était mieux que de devenir français. Donc le terme Et c'est le terme d'ailleurs qui continue à être utilisé par les sociologues anglophones. Et aux États-Unis, surtout aux États-Unis, mais aussi en Angleterre, les anglophones parlent toujours du problème de l'assimilation des différentes populations. Et puis il y a eu la mode de retour des identités, de retour à l'authenticité, la critique de l'État jacobin. Et alors on a dit, mais non, il ne faut pas les assimiler, c'est-à-dire il ne faut pas qu'ils perdent ce qui fait leurs caractéristiques, il faut simplement les intégrer. Et donc à ce moment-là, l'intégration est apparue comme une assimilation au rabais, moins assimilée sur la voie, mais moins assimilée, et l'idée qu'il fallait respecter les identités particulières. En réalité, dans les pratiques ont été les mêmes, qu'on parle d'assimilation, qu'on parle d'intégration, puisque dans tous les cas, il s'agit de donner à tout le monde, migrants et non-migrants, les moyens de participer à la vie collective. Alors personnellement, je préfère le terme d'intégration, d'une part parce que c'est un terme de la tradition sociologique et que depuis Durkheim, c'est le terme qui désigne la façon dont on fait une société, c'est par l'intégration à la fois des personnes à la société et de la société elle-même, on y reviendra peut-être. Donc ça me paraît un terme sociologique. Et que dire que les gens étaient assimilés, ça n'est jamais totalement vrai, parce que ce qu'on appelait de certaines populations assimilées, elles ne devenaient pas interchangeables avec d'autres. Vous avez parlé de mon dernier livre. Les Juifs assimilés avaient certains traits qui étaient dus à leur histoire ou à leur croyance. Et pour autant, ils étaient des citoyens loyaux de la société. Donc le terme d'intégration me paraît mieux respecter la réalité des faits, qui veut dire qu'on participe à la vie collective sans être pour autant devenu interchangeable avec les autres. Votre dernier livre, La citoyenneté à l'épreuve, la démocratie et les Juifs, où vous racontez ce processus qui était un des premiers processus d'assimilation en fait. Le premier sur lequel on a discuté depuis la Révolution, sinon toutes les sociétés sont des sociétés où il y a des processus par lesquels on participe à la vie collective. Mais depuis la nation démocratique, qui suppose un minimum de culture commune, on s'est posé la question de savoir si certaines populations sont plus capables plus susceptibles souhaitent plus participer à la vie collective. Donc on s'est posé cette question en particulier à propos des Juifs, puisqu'il y avait cet ensemble de préjugés qui faisait qu'on les pensait fondamentalement autres et différents, et que du coup on pensait que le problème se posait de façon forte
et inquiétante. Alors, vous le dites, c'est un terme de sociologie, donc en fait l'intégration ne s'applique pas spécifiquement aux enfants d'étrangers, aux descendants d'immigrés, c'est la question de l'intégration, de faire société. Comment est-ce qu'on en est arrivé à ce que finalement ce terme dans les débats publics, il soit quand même désigné, et souvent comme un reproche, vous n'êtes pas intégré, à l'égard des enfants d'immigrés, et que du coup il soit dévalorisé, comme a été dévalorisé le terme assimilation précédemment? Parce que les termes de la vie publique, la vie démocratique, on échange des mots. Et donc les mots sont extrêmement importants. Et les termes de la vie publique ont tendance à se dévaloriser, comme vous le dites très bien. Et que le terme d'intégration a été un peu lié, dans l'imaginaire collectif, à la politique coloniale. Donc en même temps qu'on rejetait la politique coloniale, la politique d'intégration tardivement invoquée, mais invoquée tout à la fin de l'histoire de l'Empire colonial, s'est mise à être assimilée, enfin à être liée à cette politique. Or, par le terme d'intégration, on pose la question de savoir comment est-ce qu'on fait une société, comment est-ce qu'on fait un collectif. Alors maintenant, effectivement, dans l'usage courant, dans l'usage politique, il se concentre sur le problème des descendants d'immigrés. Mais il me semble qu'il faut le poser pour eux, mais penser que le problème de leur intégration, c'est-à-dire de leur participation à la vie collective, s'inscrit à travers le problème général de la manière dont les différents groupes sociaux participent à la vie collective pour faire une société qui est la nôtre. Oui, parce que quand on utilise ce terme d'intégration de façon prédominante à partir des années 80, c'est aussi le moment où la société commence à exclure, où on sort de la période de plein emploi. On peut dire qu'il y a une grande part de la société qui n'est plus intégrée. Vous faites un peu le lien aussi dans ce constat que vous faisiez il y a 12 ans, autour de la façon dont la société veut-elle intégrer tout le monde, et qui est responsable du manque d'intégration en fait. Je crois que c'est lié à deux choses. Bon, ce qu'on a appelé la crise économique, c'est-à-dire une situation dans laquelle il y a une frange relativement importante de personnes qui n'ont pas d'emploi, dans des sociétés dans lesquelles l'emploi est le mode de participation à la vie collective qui est le premier et qui est universel, qui ne tient pas compte des origines. Donc il y a eu cette part de la population marginalisée et puis il y a eu cet esprit du temps qui a beaucoup changé et qui accordait de la valeur au particularisme plutôt qu'à ce qui était commun. Et la revendication de l'identité et du particularisme a accompagné. Alors les deux phénomènes se sont un peu renforcés l'un l'autre et ont donné cette critique absolue de l'assimilation et même de l'intégration. Or, les pouvoirs publics ne peuvent avoir qu'une politique d'intégration, ils ne vont pas avoir une politique d'exclusion. Ce qu'il faut discuter, c'est les modalités de l'intégration, c'est ce qu'il faut faire pour assurer cette intégration. Mais on ne peut pas discuter sur le fait qu'une société démocratique, par définition, veut inclure, veut faire participer au domaine commun. Alors à ce moment-là, vous décrivez aussi un autre virage, en plus des particularismes, qui est l'individualisation. L'idée même que l'individu veut vivre de façon plus individuelle. On le voit dans les structures familiales, par exemple, aussi, vous en parlez. Et est-ce que cet ensemble de choses a conduit vraiment à ce que l'intégration se passe si mal que ça, compte tenu de tous ces bouleversements ? Ou est-ce que finalement, c'est un peu le tableau que j'ai retenu de votre livre, en tout cas il y a 12 ans, c'est quand même pour une large majorité, il y a une sorte d'intégration qui se passe bien, dont on ne parle pas, qui continue à se passer dans la tradition française qui fait que nous avons chacun, ou presque, une personne sur 4 a un grand-parent étranger. Est-ce que finalement il y a une minorité pour laquelle ça se passe de façon plus difficile, ça n'a pas forcément été toujours facile dans le passé d'ailleurs, mais elle est beaucoup plus visible politiquement? Les phénomènes majoritaires, ce sont ceux qui n'ont pas de pouvoir politique dans la vie démocratique. On le dit assez, que les médias s'occupent des trains qui arrivent en retard et que tous les trains qui arrivent... Bon, c'est une vieille histoire. Mais si vous transposez cette histoire classique aux problèmes qui nous occupent, oui, la majorité des descendants des dernières vagues d'immigration, parce qu'il y a des vagues d'immigration, il y en a eu depuis le 19e siècle en France. La fin du 19e avec les Polonais, les Belges, les Italiens, puis les Russes, les réfugiés de la Révolution russe, les victimes des pogroms, les antifascistes. Enfin, il y a eu des vagues d'immigration. Les boat people des années 70. Ensuite, il y a eu, donc les descendants, disons, des dernières vagues d'immigration
pour la majorité, le fait majoritaire, c'est le fait de l'intégration en une ou deux générations. Mais pour une série de raisons qui tiennent à eux, mais qui tiennent aussi à la société dans son ensemble, il y a une minorité qui s'intègre mal ou qui s'intègre en contre-intégration. C'est-à-dire qu'en fait, d'une certaine façon, elle est très française. J'avais dirigé avec un collègue anglais et un collègue allemand une enquête sur les descendants de migrants dans ces trois pays. Et c'était très frappant à quel point ces descendants de migrants étaient très allemands en Allemagne, beaucoup plus français en France qu'ils n'étaient allemands en Allemagne ou anglais au Royaume-Uni. C'est-à-dire que d'une certaine façon, ils avaient tout à fait adopté la culture française dans ses bons et dans ses mauvais côtés. Mais la minorité est celle qui est visible par définition. Et plus nous sommes dans une société transparente, dite transparente et médiatisée et informatisée, plus les phénomènes minoritaires prennent au contraire une importance disproportionnée à leur nombre. Et le sens politique que peuvent avoir ces minoritaires est plus grand que le sens politique qui a cette intégration conforme à la tradition d'une majorité des descendants de la dernière vague d'immigration. Je ne parle même pas des autres dont on ne parle même plus. On parle effectivement surtout des échecs que sont l'ultra-ghettoisation à certains endroits, avec des caractéristiques communes de pauvreté, d'état de droit un peu défaillant ou non respecté dans certains endroits, des endroits qui sont à la fois pauvres, enclavés, ghettoisés, où il y a de moins en moins de services publics et où on rencontre de la radicalité religieuse, notamment, ou politico-religieuse. C'est de la radicalité politique avec un discours religieux. Avec un vernis, une façade religieuse. Vous connaissez le débat de savoir si c'est la religion qui est à l'origine ou si c'est la religion qui exprime une radicalité qui s'exprimerait autrement. Ça me paraît quelquefois un petit peu un débat de sexe des anges, c'est-à-dire qu'il y a de la radicalité qui est à la fois religieuse et sociale, et en tout cas qui a un discours religieux, et à qui le religieux donne un discours qui le légitime, enfin qui le soutient plus que la simple radicalité de l'opposition pure et simple. Et alors, est-ce que cette radicalité, est-ce que ces événements qui font peur, est-ce qu'ils sont de nature à empêcher non seulement l'intégration des personnes concernées, qui sont peu nombreuses, mais aussi finalement à freiner le processus d'intégration dans la société ? Ah oui, je crois. Il y a vraiment des phénomènes graves. Je veux dire, il y a des phénomènes dans l'école publique, dans certains quartiers, et il y a un certain nombre d'établissements dans lesquels il n'est pas possible de scolariser des enfants juifs. Donc, ce qui est tout à fait contraire à tous les principes de la République, parce que les proviseurs disent qu'ils ne peuvent pas assurer leur sécurité. Et donc, il y a des regroupements de population face à ces coin de radicalité. Le premier livre qui a décrit ce qui se passait dans certains coins date de 2002. Et à ce moment-là, l'éducation nationale a dit on n'en parle pas, on a mis ça dans ce tiroir. C'est le rapport Aubin, date ensuite de 2002, 2004. Enfin, on le sait depuis ce moment-là, mais c'est très difficile. C'est très difficile de lutter contre ces phénomènes. Mais il est vrai qu'il y a des coins de non-droit, c'est indiscutable. Alors la première défaillance, c'est d'avoir laissé prospérer des coins de non-droit de la part de l'État ? Oui, c'est sans doute une des défaillances de l'État, c'est une défaillance de la société en général. Vous savez, si les démocrates ne croient plus en leurs propres valeurs, s'ils ne sont pas décidés à lutter pour leurs propres valeurs, elles s'effritent par définition, parce que elle repose sur minimum de confiance réciproque envers les autres et envers les institutions. On ne peut pas s'en remettre uniquement à l'État pour dire non, c'est un échec collectif en fait. Monsieur Jospin a choqué beaucoup quand il a dit une vérité, il a dit l'État ne peut pas tout. Et ça a choqué la France. Il avait raison. L'État ne peut pas tout. Mais il faut tout de même que, et là notre ministre de l'Éducation nationale en ce moment, est tout Michel à fait, Blanquer. Monsieur Jean-Michel Blanquer, lutte pour affirmer les principes républicains. Il fait tout ce que l'institution peut faire. Je pense que l'institution a été un peu lâche, un peu
disons, prudente, avec l'idée que ça s'arrangerait et qu'on laissait la patate chaude au suivant. Or, je crois qu'il faut prendre le problème de face et affirmer les principes républicains. Mais ça n'est pas facile. Mais donc vous confirmez en disant ça que l'intégration passe d'abord par l'école et l'éducation et la communauté éducative et des parents. Oui, l'école est essentielle puisque c'est le lieu de la socialisation par définition. Mais enfin, c'est pas la seule institution. Elle est essentielle. Mais ensuite, il y a toutes les autres institutions, le groupe des pairs, les quartiers, il n'y a plus les syndicats ont longtemps joué un rôle important pour socialiser les migrants et leurs descendants à la culture française. Maintenant, ils ne jouent plus de rôle parce qu'ils sont très affaiblis. Les partis politiques ne forment plus, je veux dire, ce sont des écuries pour les élections, ce ne sont pas des lieux de formation. Donc il y a toute une responsabilité depuis les services sociaux, à partir de l'école, d'une série d'institutions qui, disons, ont été plutôt dans la lâcheté que dans le désir d'affirmer les principes républicains. Et alors, effectivement, pour qu'il y ait intégration, il faut aussi que la société souhaite intégrer. Donc ça veut dire aussi que tout le monde est dans l'emploi, dans la vie courante, tout le monde est concerné par cette question. C'est ce que vous dites aussi dans votre livre. En fait. Oui, c'est-à-dire qu'il y a deux dimensions. Il y a l'intégration de certaines populations à la société sur laquelle on s'interroge, puisque ces populations peuvent être différentes de la population nationale, et donc il faut savoir comment leur donner les moyens de participer à la vie collective. Et puis, il y a l'intégration de la société elle-même, c'est-à-dire la force des institutions socialisatrices. Et une des grandes transformations des deux dernières décennies, ça a été la transformation de la famille et du droit de la famille. Et c'est cette société où le droit de la famille, du rapport entre les sexes et les générations est devenu, disons, libéral, mais elles apparaissent comme très laxistes vis-à-vis de populations issues de sociétés plus traditionnelles. Et ça a été certainement un des facteurs qui a conduit à une double réaction, soit, puisque c'est comme ça, on peut faire n'importe quoi, puisqu'on en est là, à ne plus savoir même ce qu'est un homme et ce qu'est une femme, on peut faire n'importe quoi, ou au contraire, un repli passionné sur une tradition très, très fondamentaliste et très décontextualisée par rapport à la société. Et dans les deux cas, c'était difficile dans le processus d'intégration. Et du coup, vous pensez qu'on a encore envie d'un modèle qui ne soit pas communautaire, mais un modèle qui soit plus républicain et intégré ou assimilé? Ou est-ce qu'on est, la France, finalement, en train de changer, d'aller peut-être vers un modèle à l'anglaise? Puisque vous expliquiez que les enfants d'étrangers en Angleterre deviennent anglais dans le sens où ils deviennent communautaristes comme les Anglais, qui eux-mêmes ne vivent pas... Oui, c'est-à-dire que l'intégration des descendants d'immigrés se fait toujours selon la logique de l'intégration de la société dans laquelle ils sont. L'intégration républicaine n'évacue pas ou ne supprime pas les adhésions ou les fidélités à des traditions historiques ou religieuses particulières. Ce qu'elle pose, c'est que ces affiliations particulières ne s'expriment pas dans l'espace public, qu'elles soient de l'ordre de la liberté, des libertés publiques et de la liberté de chacun de rester fidèle à une histoire et à une religion. Et donc ce principe-là, en réalité, est appliqué dans les autres pays, mais dans des modalités un peu différentes. La modalité anglaise est plus communautaire, je ne dirais pas communautariste, qui est critique, mais est plus communautaire, et la modalité française l'est beaucoup moins, reconnaît beaucoup moins les groupes politiques. Mais la loi de séparation des églises et de l'État reconnaît l'existence des églises et des pratiques religieuses à condition qu'elles ne soient pas contradictoires avec l'ordre public. Donc elle n'interdit pas dans ses principes, même s'il y a eu des moments où elle a été peu libérale, mais dans son principe, elle respecte parfaitement les fidélités particulières, encore une fois, à condition que dans l'espace public, on ne s'exprime pas au nom de ce groupe particulier, mais en tant que citoyen du pays dans lequel on est devenu un national. Et les Anglais, qui nous trouvaient volontiers racistes parce qu'ils trouvaient que les Français n'étaient pas assez souples à l'égard de certaines traditions, ont découvert, après la bombe de 2005, que l'Anglais d'origine pakistanaise qui avait mis la bombe
était un Anglais parfait, qui jouait au cricket et qui connaissait l'anglais, mais qui n'avait jamais rencontré que des Anglo-Pakistanais. Et ils se sont rendus compte que ça n'était pas non plus un idéal. Donc parmi tous ces manques, toutes ces erreurs ou ces échecs qu'il y a pu y avoir ces dernières années, que ce soit en Angleterre, en France ou ailleurs, c'est peut-être plus maintenant l'Angleterre qui se rapproche du modèle français que l'inverse ? À cette époque-là, en tout cas, je ne sais pas s'il y a une grosse évolution, mais enfin à cette époque-là, des collègues anglais et des fonctionnaires anglais sont venus voir en France comment ça se passait pour voir un autre, au lieu de condamner notre modalité à l'avance, ils sont venus voir comment ça se passait. Mais le problème de toute façon est le même. Comment à la fois respecter les libertés publiques, c'est-à-dire le droit de chacun de croire et de se sentir lié à une histoire particulière, tout en faisant participer à l'espace commun. L'espace commun qui est celui de la citoyenneté commune, qui fait que nous formons société par-delà nos différences. Le problème est le même. Alors, les modalités sont différentes, c'est-à-dire que l'histoire de chacune des grandes nations démocratiques a été différente, et les rapports entre la société civile et l'espace public prend des formes différentes. Mais ce n'est jamais que des modalités à l'intérieur du même problème, le même problème fondamental. Et il faut intégrer par l'espace public des populations différentes, à condition qu'elles acceptent un minimum de règles communes qui sont celles de l'espace public. Dominique Schnapper, merci pour cet éclairage sur ces sujets. Qu'est-ce que l'intégration pour en savoir plus ?